Monseigneur Jean-Jacques Lartigue a été le premier évêque de Montréal. Il a été nommé en 1820, mais avec le titre d'évêque auxiliaire de Québec, avec responsabilité pour le district de Montréal. C'est seulement en 1936 que Montréal va être érigé en diocèse comme tel. Mais bon, en pratique, il était quand même l'évêque de Montréal depuis 1820. Alors, Monseigneur Lartigue était le cousin de Louis-Joseph Papineau. Et on pourrait dire que les deux étaient un peu comme des frères ennemis. Ça se voyait souvent dans les familles du 19e siècle. Hein. Il y en avait un qui était très catholique et l'autre qui était très anticlérical. Alors, c'est le cas aussi de ces gens-là. Mais Monseigneur Lartigue était aussi un grand nationaliste. C'était quelqu'un qui savait tenir tête au gouverneur anglais. Parce qu'à cette époque-là, le gouverneur anglais, c'est un protestant et l'État colonial britannique est protestant, juridiquement, institutionnellement protestant. Et il essaie de mettre des entraves dans le fonctionnement de l'Église catholique. Il essaie finalement de subordonner l'Église catholique à l'État pour que, avec le temps, l'Église catholique du Canada se transforme en Église anglicane. Hein, vous savez que dans l'anglicanisme, c'est le roi d'Angleterre qui est le chef de l'Église anglicane. Alors donc, on voulait finalement protestantiser l'Église catholique de manière progressive, imperceptible. Or, Monseigneur Lartigue s'est toujours opposé à ça, ces entraves, cette tyrannie que l'État essayait de faire peser sur l'Église. Alors lui, il disait que les Anglais ne respectaient qu'une chose, le fait accompli. L'évêque de Québec était beaucoup plus loyaliste à cette époque-là. Il était beaucoup plus soumis au gouvernement. Quand, par exemple, il voulait ouvrir une école, il voulait ouvrir une paroisse, il demandait la permission du gouverneur. Le gouverneur faisait toujours tarder les choses, il mettait différentes entraves. Alors que Monseigneur Lartigue, lui, il disait, non, on crée la paroisse, on crée l'école, on crée des institutions, et les Anglais finiront bien par les accepter. Monseigneur Lartigue voulait, par exemple, que le pape érige Montréal en diocèse sans demander la permission au ministre des colonies en Angleterre. Alors que l'évêque de Québec lui disait non, on va attendre d'avoir la permission, il ne faut pas provoquer l'État anglo-protestant. Alors quand on connaît tout ce rapport de force entre l'Église et l'État, et quand on sait que à l'époque, l'identité nationale canadienne-française est très liée à la religion catholique, ben, on peut dire que Monseigneur Lartigue a été un défenseur très efficace de l'autonomie nationale canadienne-française. Maintenant, pourquoi a-t-il condamné les patriotes? Au début, Monseigneur Lartigue est favorable à Papineau. En 1822, les Anglais de Montréal avaient proposé d'unir le Bas-Canada et le Haut-Canada pour mettre les Canadiens français en minorité à la Chambre d'Assemblée du Canada uni. Ce projet-là va être réalisé en 1840, c'est ce qu'on appelle l'acte d'union, mais ça faisait longtemps que c'était en l'air. Et en 1822, le gouverneur demande à la Chambre des communes en Angleterre d'adopter une loi pour unir les deux Canada. À ce moment-là, la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada a délégué Papineau en Angleterre pour défendre l'autonomie, en fait pour défendre la séparation du Bas-Canada. Et Monseigneur Lartigue l'avait vigoureusement appuyé la démarche de Papineau. 1822, on pourrait dire que c'est l'apogée politique de Louis-Joseph Papineau. Louis-Joseph Papineau est à ce moment-là le véritable chef de sa nationalité. Il mène un excellent combat et il a même eu gain de cause puisque l'union ne se fera pas. Il avait réussi à unir tous les Canadiens dans un seul bloc. Et ça, c'était nécessaire pour être capable de résister à l'État colonial britannique. Il fallait que les Canadiens français soient unis dans un seul parti politique. Et c'était le cas en 1822. Mais un peu plus tard, Papineau va lui-même diviser les Canadiens français. En 1831, Louis-Joseph Papineau présente à la Chambre d'Assemblée un projet de loi qu'on a appelé le Bill des fabriques et qui disait que les marguilliers de paroisse, les marguilliers qui siègent sur le conseil de fabrique des paroisses catholiques, devaient être élus par la population, enfin par les riches, entendons-nous, à ce moment-là, on n'a pas encore le suffrage universel, parce qu'on appelait les notables, finalement. Alors donc, les marguilliers seraient élus par les notables
plutôt que d'être plus ou moins choisi par le curé. L'objectif des patriotes, c'était de faire élire leurs partisans sur les conseils de fabrique pour faire une guerre au curé. Alors, à ce moment-là, Papineau est dans une vague d'anticléricalisme extrême. Un signe de ça, quand Papineau était à Québec, il y avait sa femme Julie Papineau qui restait à Montréal. Et sa femme était en fait le bras droit politique de son mari. Et c'est elle qui dirigeait les Patriotes à Montréal quand Louis-Joseph était à Québec. Et il s'écrivait 2-3 fois par semaine. Et bon, il parlait des choses de la famille, des enfants bien sûr, mais c'était surtout des lettres politiques qui sont très très intéressantes pour les historiens. Mais l'échange de lettres de la session de 1831 a disparu. Elle a disparu parce que c'est la fille de Louis-Joseph Papineau, Azélie Papineau, qui était une grande catholique, qui a fait disparaître les lettres de son père parce qu'elle trouvait que son père était trop anticlérical. Alors on peut voir par là que Papineau avait atteint un sommet de haine contre l'Église. Et c'est ce qui va amener la rupture, finalement, du Parti canadien. Le Parti canadien va devenir le Parti patriote, mais le Parti patriote, ce n'était pas tous les Canadiens comme avant. C'était des radicaux, c'était des anticléricaux. Le projet de loi sur le bill le projet de bill des fabriques, finalement, il ne passera pas. Il a été accepté par la Chambre d'Assemblée, la Chambre basse, mais il va être bloqué au niveau du Conseil législatif, la Chambre haute. Le Conseil législatif était composé majoritairement d'Anglais, et il était sous la domination de Jonathan Sewell, qui était le chef des Anglais, si on peut dire, et qui était le grand adversaire de Papineau. Jonathan Sewell était très anti-catholique, c'était un protestant fanatique, et c'est certainement pas pour aider l'Église catholique qui a fait ça. Alors, mais il s'est opposé au projet de loi parce qu'il voyait que c'était une manière de diviser politiquement les Canadiens. Mais la même année, le gouvernement de Londres propose à la Chambre d'Assemblée du Canada d'avoir le contrôle du budget. Papineau réclamait la responsabilité ministérielle, c'est-à-dire qu'il voulait que les ministres du gouvernement, les fonctionnaires, en fait tous ceux qui administraient l'État, soient choisis par la Chambre d'Assemblée, majoritairement composée de députés canadiens, plutôt que par le gouverneur. Alors dans le fond, ce qu'il voulait, c'était une vraie démocratie. La responsabilité ministérielle, c'est le régime que l'on a actuellement au Canada. Londres n'acceptait pas de donner la responsabilité ministérielle à ce moment-là, parce que donner la responsabilité ministérielle, c'était à toute fin pratique donner l'indépendance à la colonie. Et l'Angleterre n'était pas prête à ce moment-là à se débarrasser de son empire. Sauf qu'à Londres, on a proposé un compromis. On a dit à la Chambre d'Assemblée, on ne vous donne pas la responsabilité ministérielle, mais on va quand même vous donner le contrôle du budget. C'est la Chambre qui va décider où va l'argent. Papineau aurait dû accepter cette proposition parce que celui qui paye, c'est celui qui finit par commander. Si vous contrôlez le budget, vous allez finir avec le temps par nommer les personnes qui sont chargées de dépenser l'argent. Ça aurait été une demi-victoire. Mais Papineau était dans une phase de radicalisation extrême et il voulait avoir tout. C'était la politique du tout ou rien. Il a refusé ce compromis. Et là, il y a beaucoup de Canadiens, de bons patriotes canadiens, qui se sont séparés de Papineau parce qu'ils trouvaient qu'il conduisait le pays sur une mauvaise voie. Une voie qui ne pouvait mener qu'à un affrontement armé, et cet affrontement armé ne pouvait tourner qu'à l'avantage des Anglais. Alors donc, Papineau s'est éloigné les catholiques, s'est mis à dos les catholiques inutilement, et il s'est mis à dos tous les Canadiens modérés inutilement. Il se retrouvait seul, il était imbu de lui-même, il avait un tempérament de plus en plus tyrannique, et il marchait dans une voie qui ne pouvait conduire qu'à la guerre civile. Mais le pire, c'est qu'en 1837, quand les premiers coups de feu vont éclater, Papineau était surpris. Il était le seul qui a été surpris. Il avait conduit son peuple à une guerre civile, mais sans les préparer à un combat. George Washington, lui, au moins, avait préparé les Américains pendant 10 ans avant de déclencher la guerre civile. Alors, du point de vue de la rille politique, on ne peut pas dire que Papineau, c'est très brillant.